Salut, c'est David, je suis ici à Liège pour un nouveau numéro de Code Aventure. Et je suis devant le domicile d'Aya qui a été sélectionnée comme candidate pour un nouveau départ. Ah, je crois que j'entends quelqu'un. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu t'appelles bien Aya? Oui, c'est bien moi. Est-ce que tu as posé ta candidature pour Code Aventure? Oui. Eh bien, je t'annonce que c'est toi qui vas partir pour Code Aventure. Alors, contente? Aya. Mais avant de te donner le sac, je t'emmène dans un coin tout près d'ici. Allez, viens, suis-moi, on part par là. Mais où va donc Aya? Une destination qui a évidemment rapport avec le thème de ce Code Aventure. Et à ton avis, pourquoi est-ce que tu as été choisie? J'en ai vraiment aucune idée. Le sourire, peut-être? Peut-être. Nous arrivons dans un des 90 centres qui accueillent des résidents demandeurs d'asile à la Belgique. Aujourd'hui, 35 000 personnes attendent, souvent de très longs mois, une réponse de l'État qui les acceptera ou non comme réfugiés. Aya, on est au centre pour demandeurs d'asile de recours. Il y a 400 personnes qui habitent ici. Ici, les résidents reçoivent un lit, des repas, de l'aide sociale et médicale et 7,40 € par semaine. Aya, je te présente Sébastien, bonjour. 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 Sébastien travaille ici. En fait, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on accueille plus de 400 personnes qui ont demandé l'asile dans notre pays et qui sont persécutées dans le leur. Et donc, ils attendent en Belgique une protection, ce qu'on leur offre dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Mais quel genre de personnes viennent ici en fait? Ici, nous, on côtoie une vingtaine de pays et de nationalités différentes. On peut aller de la Syrie, de l'Afghanistan, l'Irak, l'Éthiopie, l'Érythrée, voilà, le Congo, le Rwanda. Il y a énormément de pays ici. Vous avez parlé d'enfants. Y a-t-il des enfants ici? Oui, il y a quelques enfants ici. D'ailleurs, je vais te présenter une petite fille de ton âge. Elle s'appelle Marie-Hélène. Dans les centres, en moyenne, un résident sur 3 a moins de 18 ans. Certains arrivent sans leurs parents. Le centre doit organiser l'accueil dans une école. Les familles sont logées ensemble. Les personnes seules sont installées en dortoir de 6 ou 8 lits. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Je te présente Aya et David. Bonjour. Bonjour. J'ai plein de questions à te poser. Vas-y, assieds-toi. J'étais en train de faire mes devoirs. Depuis combien de temps es-tu venu et d'où viens-tu? Ouais, parce qu'à cause de la guerre et tout ça, on a quitté la Syrie. Tu vas à l'école, tu fais des activités? Ouais, je pars à l'école à l'École royale de Chennai. Je fais du foot et j'ai appris le français en 4 mois au début parce que je savais pas parler français. Et donc après, j'étais dans un classe générale comme tout le monde. Est-ce que c'est dur de vivre au centre? Si, parce que déjà c'est dans un local où il y a 4 personnes et tout ça. Et Là, vous attendez un logement ou... on attend les papiers belges, les résidents belges et tout ça, les cartes d'identité pour avoir la maison et tout ça, une vie quotidienne quoi, comme on était en Syrie et tout ça. Est-ce que tu souhaites retourner en Syrie? Quand la guerre s'arrêtera, je retournerai chez moi. Alors Aya, on n'est pas venu ici par hasard. Marie-Hélène a quelque chose pour toi. Voilà ta émission. Merci. À Oreo Castro, retrouve les volontaires. Idomeni, Caen. Et toi, Aya, tu vas partir en Grèce, tu vas prendre ce sac Code Aventure pour te rendre compte de la vie des réfugiés dans les camps. Direction Thessalonique, au nord de la Grèce, la deuxième ville la plus importante du pays après la capitale Athènes. Thessalonique est une belle ville de bord de mer, avec un port important pour le commerce. Malgré la crise économique grave qui a plongé les Grecs dans la pauvreté, il fait bon vivre à Thessalonique. De nombreux touristes profitent l'été de la douceur et de la beauté des lieux chargés d'histoire. Thessalonique a un cœur qui bat, une joie de vivre, un accueil chaleureux. Mais à quelques kilomètres de là, Thessalonique a aussi un cœur qui souffre. Depuis que l'Union européenne a fermé ses frontières, 50 000 réfugiés, principalement syriens et irakiens, sont retenus dans des camps sur son territoire. La mission d'Aya sera de découvrir où ils se cachent. C'est le jour du grand départ. Aya est née en Belgique et est d'origine algérienne. Elle a été sélectionnée car elle comprend l'arabe. Elle pourra donc communiquer avec les réfugiés. Code Aventure, cette fois, ne part pas au bout du monde. L'enquête concerne le drame des réfugiés qui se déroule à notre porte, à 3 heures de vol de Bruxelles, dans l'Union européenne. Est-ce qu'il arrive pas, lui? Ce qui veut dire merci beaucoup en grec.
Un des premiers indices du code est le mot volontaire. Il y a donc ici des bénévoles qui travaillent gratuitement pour des associations. Celles-ci reçoivent leur argent de dons privés ou de la coopération. Et pourquoi les volontaires sont-ils là? Aya va le découvrir. Bonjour. Est-ce que je suis bien chez les volontaires qui aident les réfugiés? Si, vas-y, rentre. Merci, bonjour. En fait, j'ai reçu un code et c'est écrit à Oreo Castro, retrouve les volontaires Idomeni et Corps. Et je sais pas où y aller. Ok, vas-y, on peut s'asseoir si tu veux. En fait, c'est quoi ton job à toi, Jérémy? Alors, les volontaires on fait beaucoup de choses. Nous, ici, on travaille sur trouver des solutions pour donner une maison, un appartement aux réfugiés, pour les sortir des camps. Combien y a-t-il de volontaires ici? Des centaines. Aujourd'hui, il y en a moins puisque le gouvernement a bougé les réfugiés dans des camps, les a forcés à aller dans des camps officiels. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus dur pour nous d'aider. Est-ce que l'Europe fait quelque chose? Le seul rôle de l'Europe aujourd'hui a été de rendre la situation pire qu'elle était et de donner beaucoup d'argent, des millions, pour se rendre présentable. Donc le seul rôle de l'Union européenne aujourd'hui a été de donner de l'argent. L'Europe a donné 6 milliards d'euros à la Turquie pour contrôler ses frontières et empêcher les réfugiés de passer la Méditerranée en bateau. L'Europe a versé aussi 345 millions à la Grèce pour organiser les camps et prendre en charge les réfugiés. Moi, ce que je te propose, c'est que demain, tu vas à Policastro, qui est à côté, le village à côté du camp d'Idomeni, de ce qui était le camp d'Idomeni. Et de là, tu peux peut-être faire un petit tour des camps de la région, ce qui te donnera une vision plus poussée de la situation. Et dans ces camps, tu pourras rencontrer les volontaires qui travaillent sur le terrain. D'accord, merci Jérémy pour toutes De ces rien, informations. avec À une autre plaisir. fois. À plus tard. Au revoir. Sur les conseils de Jérémy, Aya prend donc la route de Policastro au nord de Thessalonique. C'est la route vers la frontière de la République de Macédoine. Beaucoup de réfugiés l'ont empruntée dans l'espoir de rejoindre le nord de l'Europe. Des familles entières ont logé dans ces camps sauvages, comme ici aux abords de cette station-service. Avant la saison touristique, ces camps ont été vidés. 2 à 3 000 personnes vivaient là, en bord de route. Nous arrivons bientôt au camp de Nea Kavala. Anya, une volontaire, nous attend. Hello. Hi. Welcome. Bonjour, bienvenue. On t'attendait, suis-moi. Anya coordonne l'action des volontaires d'une association allemande. Ces volontaires viennent des 4 coins d'Europe pour soutenir les adultes et animer les enfants. Nous sommes émus de découvrir ces bénévoles offrir un peu de leur temps. Je pense que la musique, c'est un médicament pour ces enfants. C'est une image merveilleuse de voir ces enfants danser et aimer s'exprimer. J'adore ça. Chaque jour est un jour difficile, mais un jour merveilleux. Alors, j'en profite. Ça me plaît beaucoup de danser parce que comme ça j'oublie mes problèmes. Je ne réfléchis plus trop aux difficultés que nous vivons ici. C'est chouette, je suis avec mes amis, on danse, on s'amuse et aussi, comme disait Galia, c'est une façon d'oublier tous nos problèmes. Après la danse, les enfants se retrouvent au centre communautaire construit par les volontaires. Ils sont aidés par des adultes réfugiés qui enseignent en arabe et en kurde. Combien y a-t-il de profs ici dans cette école? Alors, on est à peu près une trentaine de profs qui viennent du camp. Ok. Et pour les enfants, tous les profs, c'est quelqu'un du camp. D'accord. Et toi, tu es prof de quoi? Je vais enseigner anglais aux adultes. Je ne comprends pas. En fait, ces enfants-là ne vont pas dans des écoles normales, publiques. Tout est très long en ce moment en Grèce. C'est quand même grave. Normalement, un enfant doit avoir une éducation, doit y aller à l'école. C'est un des privilèges, non? On est bien d'accord. On est une très petite centre. Il y a peut-être 1000 enfants dans le camp. Donc, ça, c'est pas possible. Les enfants sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent suivre les cours que quelques heures par semaine. Mais c'est pour eux un moment important. Il n'y a de toute façon rien d'autre à faire. Vous vous sentez utile?
Honnêtement, je ne me suis jamais sentie plus utile de ma vie. Aya découvre alors la réalité des camps en compagnie de Hassan, professeur au centre communautaire. Il est d'origine irakienne. Comme 500 personnes ici, il fait partie de la communauté yazidi persécutée par le groupe terroriste État islamique. Il fait 38 degrés à l'ombre. Sous les tentes, l'air est irrespirable, étouffant. Un volontaire a creusé un trou et mis une bâche. Enfin, un peu de plaisir. Dans ce camp, les familles peuvent cuisiner et manger autre chose que les rations distribuées par l'armée et qui sont parfois avariées. Il n'y a pas de frigo pour conserver les aliments, pas d'intimité et surtout pesante, l'attente, la longue attente dans l'espoir de recevoir des papiers et d'être accueilli dans un autre pays européen. C'est ici ta maison? Oui, c'est notre tente où on vit, moi et ma famille, depuis 3 mois. Tous les jours, il y a des organisations qui viennent comme le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Et ils nous disent, il faut attendre, attendre. Nous n'avons aucun espoir pour le futur. Tous ceux qui viennent ici disent, il faut attendre, attendre, attendre. Voilà mon village et la maison de mon oncle. On vivait là avant que le groupe terroriste État islamique ne vienne dans notre pays. Tous les jours, il y a la guerre et on ne peut pas vivre avec cette guerre. Cette première visite se termine. Aya doit quitter le camp et continuer ses recherches. Voilà, Agnès, j'ai reçu ce code et là, il y a une fille qui s'appelle Tesnim. Est-ce qu'elle est dans ce camp? Non, elle n'est pas dans ce camp. Mais voici une carte avec les autres camps où tu pourras la rechercher. Et ben voilà, bonne chance, bonne recherche. Et merci d'être venu. Salut, à une prochaine fois. Qu'est-ce qui m'a vraiment touchée, c'est les nouveau-nés qui dorment par terre avec les moustiques. Ça touche vraiment, ça m'a vraiment touchée. C'est invivable, c'est inhumain. Qu'est-ce qu'ils font? La nourriture est périmée, il fait chaud, les tentes sont... Il y a carrément des fois, il n'y a pas d'eau, ils disent, il fait chaud. Vraiment, il faut faire quelque chose. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de l'État grec de filmer dans 3 camps. Nous nous remettons en route. Les camps de réfugiés sont difficiles à trouver. Ils sont toujours situés dans des zones reculées, des banlieues industrielles désertées, des anciennes casernes ou des terrains vagues, peu accessibles et invisibles. Comme s'il fallait cacher cette réalité peu avouable aux yeux du monde. Dans certains camps, les volontaires ne peuvent pas rentrer. Dans d'autres, il n'y a aucune visite de presse possible. C'est le cas du camp de Softex, à une quinzaine de kilomètres de Thessalonique. Tesnim s'y trouve-t-elle? Bonjour, est-ce que cette fille Tesnim se trouve dans ce camp? Je vais me renseigner. Ok, je vous attends. Ok. D'accord, ok. Une vingtaine de minutes plus tard, Tesnim arrive avec son papa. Tesnim! Ça fait plaisir de te voir. En vrai. There you go. Vous êtes son papa? Merci, Shukran. Tu viens? Tu vois, Tesnim, j'ai reçu un code. On y parle d'Idomeni. Tu connais Idomeni? Oui, on était avant comme d'Idomeni. Moi, je connais Alex, un volontaire français qui était avec nous à Idomeni, et aussi un traducteur français-arabe. Super! Pour les trouver, nous devons rejoindre un autre camp, celui de Sindos, à une dizaine de kilomètres de là. Je vais chercher Alexandre et le traducteur. D'accord. Dans le camp de Sindos, nous n'avons pas l'autorisation de filmer. Mais Malik a un téléphone portable. Sindos est un camp établi dans une ancienne usine. Il y a 2000 résidents. Et qu'y font-ils? Eh bien, ils attendent. Alexandre est un volontaire français. Il loge avec les réfugiés. Bachir, lui, étudiait le français en Syrie. Ils vont nous accompagner à Idomeni. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aya, comment ça va? Ça va très bien, vous? Alex. Ça va, merci. Alors on va à Idomeni? Allez, on va à c'est ça, Idomeni, vous allez oui. voir? C'est parti. Oui, d'accord.
Pour comprendre la situation actuelle des réfugiés, nous nous dirigeons vers le nord, à l'emplacement de l'ancien camp d'Idoménie, à la frontière de la République de Macédoine. C'est là qu'Alexandre, Bachir, Tesnim et sa famille ont passé plusieurs mois. Et quand nous arrivons dans ce lieu désert, difficile d'imaginer qu'ici, il y a peu, vivaient 12 000 personnes. On vivait là. On était installés là-bas. On a posé la tente. Il y avait des véhicules de l'armée. Et par là, c'est la frontière. Cette voie ferrée conduit à la frontière et par-delà au rêve européen. Ce passage a été emprunté par des milliers de familles de réfugiés dans des conditions très difficiles. Une fuite interminable, loin de la guerre et des bombardements. Pour comprendre le trajet des réfugiés, il faut repartir de la région du Moyen-Orient, principalement la Syrie et l'Irak. Les réfugiés se sauvent d'abord par la Turquie. Ils payent ensuite très cher un passeur pour les emmener en bateau vers les côtes de la Grèce. Une traversée sans aucun bagage, extrêmement dangereuse et parfois mortelle. Ce bébé aura heureusement la vie sauve. De la Grèce, leur objectif est alors de passer la frontière ici au nord pour rejoindre les pays membres de l'Union européenne, l'Allemagne ou d'autres pays comme la Belgique ou la France. Mais progressivement, les États ferment leurs frontières, les réfugiés se retrouvent coincés. Nous sommes à la fin de l'hiver 2016, il pleut, il fait froid, les familles de réfugiés sont prises au piège. Ils s'amassent ici, dans un camp de fortune, le camp d'Idoménie. Ils continuent d'espérer passer la frontière. Je me rappelle, j'essayais de ramener des gens qui étaient blessés à cause des balles en caoutchouc, à cause des gaz lacrymogènes. Et j'étais avec une équipe qui avait un brancard. Et on y est allé et ils tiraient des balles en caoutchouc sur l'équipe qui essayait de ramener la personne pour l'amener à une tente de Médecins sans frontières juste là-bas. Beaucoup de volontaires et d'organisations humanitaires viennent au secours des réfugiés. Les télévisions sont là pour dénoncer. Idoménie devient la honte de l'Europe. Les conditions de vie sont épouvantables. L'Union européenne et la Grèce décident alors d'évacuer le camp. Les réfugiés sont amenés en bus vers d'autres endroits, à l'abri des regards. Ce qui est présenté comme une amélioration tourne au désespoir. Tu vois, à Idoménie, il y avait plus de respect. MSF était là pour nous. Il y avait des ONG, des associations pour nous soutenir. Alex était là par exemple pour nous donner de la nourriture, pour nous aider. Lorsque je vois les frontières, chaque jour, j'ai chance. Je pense que j'ai chance pour traverser les frontières. Mais maintenant, je suis dans le camp, je n'ai pas la chance parce que je ne vois rien à la frontière. Alors que nous évoquons le camp d'Idoménie, des policiers grecs nous ordonnent d'arrêter le tournage. Nous sommes dans une zone militaire, disent-ils. Mais ce n'est signalé nulle part. La police nous oblige à partir et nous escorte jusqu'à l'autoroute. La tension est palpable. Quand on est réfugié, on a peur de la police. Maintenant que Idoménie est fermée, il n'y a plus de médias. J'ai vu peut-être un journaliste depuis que Idoménie a fermé. Donc on ne parle plus des réfugiés, on ne parle plus de la Grèce dans le cas de la crise des réfugiés. Je pense que c'est un gros problème parce que les gens finissent par oublier les réfugiés et on n'a plus de moyens. Je ne sais pas combien d'articles des droits de l'homme sont violés maintenant avec la crise humanitaire actuelle. On a perdu la liberté depuis qu'on est parti d'Idoménie. On ne peut ni quitter la Grèce, ni retourner en Syrie. Pourquoi on a quitté la Syrie? Il n'y a plus d'espoir. C'est mort. Tesnim se voit comme Achia. Ça fait mal d'entendre ça. Elle croit qu'elle est Achia. Elle veut retrouver... si la guerre s'arrête en Syrie, elle veut retourner en Syrie avec ses amis. Elle est vraiment perdue en fait.
Le lendemain, nous retournons au camp de Softex. Des ouvriers tendent des bâches sur les grillages. Est-ce pour cacher les réfugiés? Nous emmenons la famille au grand complet. C'est la première fois qu'elle sort du camp, car sans argent, sans bus à proximité, aucun loisir n'est possible. Direction la plage de Thessalonique, la Méditerranée leur évoque pourtant des souvenirs pénibles. Malik a filmé avec son téléphone. On appelle ça la plage de la mort. On ne savait pas où on arrivait, si on allait survivre. On est monté dans un petit bateau, un canot pneumatique. Ils ont mis dans le bateau 56 personnes, dont beaucoup d'enfants et de personnes âgées. Tout le monde, quoi. Il y avait de fortes vagues, on avait peur que le bateau se dégonfle. On ne savait pas si on allait se noyer ou pas. Mais Dieu nous a sauvé la vie. Nous sommes arrivés sur une île grecque. جنة 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 سوريا يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب مطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب. Avec Aya, Tesnim, son frère Mohamed et sa petite sœur Imès vivent un moment exceptionnel. Une bulle joyeuse de liberté, loin de la vie triste et monotone des camps. Des plaisirs d'enfants dont ils sont privés depuis des mois. Dans le camp, il n'y a rien à faire, ou si peu. Je dessine un peu avec les volontaires. Après, je joue. Après, je m'assois jusqu'à ce qu'ils partent. Parfois, il y a un clown qui vient ou un autre volontaire. C'est ça mon train-train. C'est tout. Je joue au foot. Il y a un clown qui vient pour nous distraire. On fait des batailles d'eau. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans le camp? Ils ne font rien dans le camp. Ils jouent dehors, c'est tout. Depuis qu'on a quitté la Syrie, ils ont perdu l'éducation que je leur ai donnée. Ils sont tout le temps dehors. Je ne peux pas les garder sous la tente. Je n'ai plus de vie de famille. On n'a plus rien. C'était vraiment cool parce que pour Tesnim et son frère et sa sœur, ça fait du bien de sortir. Et moi aussi, ça m'a fait vraiment du bien. Et cette sortie m'a aussi permis de connaître un peu plus la famille de Tesnim. Ils nous ont vraiment parlé de leur vie, comment ils vivaient. Voilà, c'était vraiment une journée fantastique. On est parti jouer à la plage. On s'est d'abord installé. Après, on a joué. Et on va rejouer encore. On est allé au restaurant. J'aime beaucoup ma copine Aya. Et je vous aime tous. Nous partons pour une nouvelle journée dans les camps. À Softex, Malik vient nous annoncer qu'il ne nous accompagne pas. La famille doit rester sur place, car pour la première fois, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, vient enregistrer leur demande pour partir vers un autre pays d'Europe. Ils ne peuvent pas rater cette occasion. Nous poursuivons notre route dans la région de Thessalonique. Nous arrivons dans un camp installé dans une ancienne usine de cigarettes. Aya est accueillie par Rami. Bonjour. Où sommes-nous? Nous sommes au camp d'Oreo Castro. Il y a 1600 personnes, la plupart des Syriens. Il y a quelques familles irakiennes. Viens avec moi, je vais te montrer. Rami a 20 ans. En Syrie, à Alep, il était étudiant en première année de médecine. Beaucoup de jeunes comme lui sont partis pour ne pas être engagés de force dans l'armée. Il est venu avec sa mère, un oncle et 2 jeunes cousins, dont la maman est décédée dans les bombardements. Quand on est arrivé dans ce camp, on a eu des problèmes. Le premier problème, c'est l'eau. La plupart du temps, on n'a pas d'eau courante dans le camp. Le grand souci, le plus important, ce sont les salles de douche, les sanitaires. C'est un gros problème.
Mais vous avez de quoi manger? Le petit déjeuner, c'est un croissant avec un jus de fruits. À midi, nous avons parfois du riz avec un petit morceau de poulet et parfois des petits pois. Pour souper, des pommes de terre cuites vapeur, des œufs, des trucs comme ça. Depuis que des volontaires ont repris la distribution de nourriture dans ce camp, la situation s'est légèrement améliorée. Mais l'alimentation reste un problème important. Les rations sont limitées, chacun a son ticket. Au menu du jour, du riz avec un peu de sauce tomate. Les enfants et adultes n'ont pas d'appétit pour cette nourriture sans saveur et sans variété. Dans les camps, il n'y a pas de frigo et avec la chaleur, les aliments périssent en quelques heures. Un règlement interdit aux familles de cuisiner ici sous les tentes pour éviter les incendies. Rami emmène Aya vers une tente. Un bébé est né ici il y a 20 jours, c'est un garçon. À cause de la mauvaise nourriture qu'on nous donne, ma femme ne mange rien, elle n'a pas d'appétit. Et avec ça, elle n'a pas de lait pour notre bébé. Donc notre enfant est privé de lait maternel. Dans ce camp d'Oreo Castro, des volontaires distribuent du lait en poudre pour bébés. Mais il coûte cher. Au-delà d'un an, les enfants n'ont plus droit qu'à des jus de fruits. Sabrina travaille pour le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Elle doit s'assurer que les réfugiés reçoivent protection et secours. Sans l'aide des volontaires, la situation sera encore plus catastrophique. On est ici dans un espace qui a été créé par Apostoli Agapi. C'est une organisation grecque qui nous aide au quotidien en distribuant des couches, en distribuant du lait, en distribuant des jus de fruits pour les enfants, des produits d'hygiène, parce qu'il faut se laver. Et puis il y a tous les besoins en fait, pour les enfants, donc des besoins pour nous qui sont évidents, mais qui ne le sont pas quand on fuit son pays. De quoi les réfugiés ont plus besoin? Avant toute chose, de pouvoir vivre normalement. Un enfant, ça doit pouvoir jouer, ça doit pouvoir aller à l'école, et c'est pas toujours le cas. Tu aimes quoi comme sport, toi? Moi, j'aime dessiner, nager, rouler à vélo et voilà. Ah oui, j'aime bien aussi jouer au football. C'est où ça? Elle m'a dit que c'était la citadelle d'Alep. يكفي يا عرب هالصمت سوريا ماتت وانا بدي وانا ما بدي وانا بدي وانا عيوني هامت ارفع راسك يا سوري بكره تحكي لا اولادك ان شاء الله بتشوفهم بالحياه ايه قبل ما ماتك. Rami chante le désespoir d'être syrien, d'avoir perdu son pays. Ici en Grèce, le temps n'en finit pas. Michael est volontaire allemand. Il aide les réfugiés pour leurs papiers. J'espère vraiment que l'Europe va prendre ses responsabilités. Ça demande plus d'efforts d'aider les gens ici. Ce n'est vraiment pas la faute de la Grèce. La Grèce est confrontée à des problèmes économiques pour le moment et ils n'ont pas la possibilité d'aider autant qu'ils le souhaiteraient. On doit vraiment se réveiller et aider ici, sinon ce sera un désastre. Pour Aya, il est temps de quitter Oreo Castro et de retrouver Tesnim et Malik dans le camp de Softex. Elle y rentre sans être vue par les militaires. Ont-ils de bonnes nouvelles? Ils nous ont dit qu'ils allaient nous inscrire pour nous répartir dans les différents pays européens. Quand c'était notre tour, ma famille et moi, on s'est présentés. Et ils nous ont demandé de donner nos papiers. Ils nous ont donné des bracelets. Voilà. Le 30, à 13h, on a rendez-vous pour qu'ils nous donnent une carte pour circuler en Grèce. On pourra sortir du camp. Ils nous ont dit que si on est arrêté par la police, on pourra alors leur montrer les papiers et on pourra aussi avoir accès à des soins médicaux. Ni plus, ni moins. Et c'est une bonne nouvelle? Bon, c'est une nouvelle normale. Je ne vais pas vraiment me réjouir. Ensuite, on ne sait pas combien de temps on va attendre. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 ou 4, peut-être 1 an. Malik et sa famille rêvent de rejoindre l'Allemagne en compagnie des grands-parents et des cousins. Mais les résidents des camps ne peuvent pas choisir leur pays d'accueil.
Aujourd'hui, les pays européens acceptent de moins en moins de réfugiés. Chaque État veut garder le contrôle de sa politique d'immigration. L'Union européenne ne peut donc pas les obliger à accueillir des réfugiés. Nous avons obtenu l'accès à 3 camps. Malik, Nawal, Tesnim, Mohamed et la petite Rimez nous accompagnent pour une dernière visite. Nous partons vers le camp de Cherso, sur la route vers la Bulgarie. Un camp planté dans une zone militaire, au milieu de nulle part. 2500 personnes attendent ici, dans une chaleur écrasante, sans pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. Le camp est battu des vents, régulièrement des tentes sont arrachées. Un jeune Syrien appelle Aya pour lui montrer ses dessins. Encore et toujours la même souffrance. Le camp est vraiment très mauvais. Il y a très peu de toilettes, de salles de bain. En plus, elles sont sales. La nourriture est infecte. Les militaires ne laissent pas rentrer les associations pour nous aider. Il n'y a pas d'électricité, il fait très très chaud. Et puis il y a des serpents à l'intérieur des tentes. Alors que les filles discutaient avec Mazen, la famille a fait une rencontre étonnante. C'est incroyable. En fait, la famille de Tesnim a trouvé leurs voisins en Syrie et ils sont vraiment contents. Et c'était la petite de la famille qui a vu la maman de Tesnim et elle l'a appelée. Et ils sont vraiment contents. Moi, j'étais surprise et très émue quand je les ai vus. Et j'étais super contente de les revoir après 5 ans, parce que c'était des gens proches de nous. Et quand je vois quelqu'un de mon pays, surtout mes voisins, spécialement de Deir Zor, je suis heureuse. J'oublie mes problèmes. C'est mes voisins, quoi. Je suis tellement contente de vous voir et surtout, je suis rassurée de vous savoir en vie. Ça va illuminer ma journée. Vraiment, je suis contente de vous revoir avec les enfants. Moi, tu vois, je préférais mourir en Syrie que de vivre ici, en sécurité. Parce qu'ici, on meurt à petit feu. Tous ces jours qu'on a vécu dans la peur et qu'on est venu ici pour vivre en paix, en sécurité. Mais elle est où? Dans la pluie? Dans le vent? Dans la tempête? Elle est où, cette sécurité? Ils sont où les droits humains dont on nous parle tant en Europe? Où sont les libertés qu'on nous promet dans une démocratie? Elle est où la démocratie? Ils ne nous donnent aucune solution, rien qui nous fasse un tout petit peu plaisir. Ils nous disent qu'ils vont nous mettre dans différents pays, mais les associations nous mentent. Ils disent tu vas rester 1 mois, 1 an, 2 ans. On ne sait pas. Parfois la nuit, je me relève pour marcher et mon mari me dit « Tu fais quoi ?» Je vais marcher parce que je suis à bout. Pas pour moi, mais pour les enfants. Tesnim ne sait ni lire ni écrire. Quand je la regarde, j'ai mal au cœur. Elle veut vraiment elle veut vivre une vie de famille. Elle veut que ses enfants partent à l'école comme tous les enfants, mais elle ne peut pas et elle en a marre. J'aurais vu les voisins de mon pays. C'est comme ma famille. Et voilà, ça fait vraiment du bien de s'asseoir tous ensemble. On s'est installés ici, on a partagé des biscuits tous ensemble. On est là tous ensemble. Il n'y a plus d'enfance ici. Et maintenant, l'enfant syrien, il va vivre où? Ils n'ont pas d'habits, pas d'argent, nourriture, il n'y a rien. Habitat, je dis pas, propreté. Il n'y a même pas une fois elles peuvent sortir, je sais pas, au cinéma et tout, à la piscine, sortir, respirer. Non, ils peuvent pas. Il n'y a pas de côté intime, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut faire quelque chose, voilà.
J'espère qu'on va se revoir en Allemagne. Vous êtes très cher à notre cœur. Faites attention à vous et à très bientôt. Vous aussi, au revoir. Le code aventure se termine pour Aya, avec cette promesse de garder le contact avec Tesnim et sa famille. Promesse aussi de témoigner, de dire autour d'elle la détresse de ces milliers de réfugiés qui fuient la guerre. Bonjour. Au revoir. Code aventure. Les réfugiés nous ont confié se sentir abandonnés de tous, de la Syrie, des pays arabes, des pays européens, du monde entier. Sur les 2415 réfugiés des camps grecs que la Belgique a promis d'accueillir, moins d'une centaine sont arrivés chez nous. Il est temps maintenant de se quitter, c'est sûr, nous prendrons des nouvelles de Tesnim et sa famille.